On est de retour sur Faut pas pousser les ISO avec le journaliste Bruno Labarbère et Nicolas Morvan du groupe Fnac Darty. Il est temps d'attaquer le sujet principal de notre émission aujourd'hui, à savoir une analyse du marché de la photo, les grandes évolutions qu'il a eues sur les 10 dernières années, ce qui s'est passé en 2020, alors avec le Covid évidemment, mais aussi avec l'arrivée de boîtiers extrêmement importants pour le marché de l'hybride. Et on va essayer de voir si on est capable de jouer un peu à la Madame Irma et d'imaginer ce qui risque de se passer en 2021. Alors, pour commencer, je vais m'adresser à toi, Bruno. Tu viens de publier donc dans le magazine Le Monde de la Photo, qui est en kiosque, une grande analyse, un portrait du marché de la photo sur les 10 dernières années. Alors, est-ce que tu peux nous en faire une petite synthèse et nous expliquer quelles ont été les grandes étapes qui ont bouleversé radicalement le marché de la photo sur les 10 dernières années? Alors effectivement, c'est dans le numéro 133 et je suis content parce que c'est un petit peu mon dada de feuilleter les données CIPA. On rappelle ce que c'est les données SIPA rapidement. Alors la CIPA, c'est l'association des constructeurs de l'industrie de la photographie et de l'image, majoritairement composée d'industriels japonais. Donc vous avez tout le monde, vous avez Tamron, Sigma, Canon, Nikon, Panasonic, Sony, Olympus, Ricoh, vous avez Epson, enfin à peu près tous les gens qui de près ou de loin sont liés à la production d'appareils permettant de produire des images. Et tous les ans, cette association, depuis une trentaine d'années, publie mensuellement les données de production et de livraison d'appareils photo par type, par pays, par région. Pareil pour les objectifs, hein, que ce soit des zooms, que ce soit des focales fixes, que ce soit maintenant numérique pour des capteurs 24-36 ou pour des capteurs plus petits. Et c'est assez indigeste parce que c'est des gros tableaux Excel avec beaucoup de chiffres, mais mis sous graphique, c'est assez intéressant. Mais si on regarde que les chiffres en termes de volume, deux chiffres qui sont par là. Le record historique pour le numérique, il a été atteint en 2010, donc ça tombe très bien. En 2010, on approchait les 125 millions d'appareils photo, tout type confondu, vendus à travers le monde. Et là, les chiffres sont tombés pour l'année 2020, qui est une année catastrophique en plus de la période catastrophique. Donc j'étais un petit peu pessimiste dans mon article, mais finalement, on arrive à 8,9 millions d'appareils photo vendus à travers le monde. Voilà, donc il y a énormément d'explications. La première que vous entendrez souvent et qui est justifiée, c'est l'arrivée des smartphones qui ont mangé toute la part de marché des compacts d'entrée de gamme, qui eux-mêmes commençaient à perdre en vitesse à la mesure où, une fois que les clients des compacts, qui sont souvent des familles, ont renouvelé une fois, deux fois leur appareil, ont déjà un gros super zoom, n'ont pas grand intérêt à passer à autre chose. C'est un point important justement, l'arrivée des smartphones, les compacts. À la Fnac, comment ça se passe au niveau des compacts grand public, voire des compacts experts? Est-ce qu'on en trouve encore? Est-ce qu'on en vend encore? Alors, on en trouve encore, on en propose encore et on a de bonnes offres là-dessus. Après, c'est vrai que bon, c'est voilà, on n'est pas, un ovni dans le marché, donc on suit le marché et c'est vrai que, voilà, on a encore une offre existante, mais qui se réduit à peau de chagrin, tout simplement, puisqu'aussi les fournisseurs s'en désengagent un petit peu. Personnellement, moi, sur le côté Compact Expert, je pense que bon, le Compact Expert a encore un avenir, peut-être plus sur des capteurs un petit peu plus grands. Je prends l'exemple, de Fuji avec l'X100, la série X100 et la sortie de l'X100V, voilà, qui a été un succès et qui permet peut-être aujourd'hui de se rapprocher plus du point and shoot, qu'on pouvait retrouver et un peu moins de l'esprit compact et donc un développement de cette gamme-là par rapport, en effet, plus au Compact Expert, aux capteurs plus petits, qui restent présentes, mais qui, à mon avis, vont être assez vite dépassées par le smartphone, quoi. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un peu, Bruno, sur les grandes étapes qui ont opéré la mutation du marché de la photo sur les 10 dernières années. Donc, tu nous as parlé de l'arrivée des smartphones, qui a signé l'arrêt de mort des compacts, on va dire, grand public. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Ah, mais il y a eu d'autres choses. En vrai, la décennie, on peut considérer qu'elle a commencé un petit peu avant 2010. Elle a commencé, comme tout le monde, avec la crise économique de 2008. Donc il y a eu un premier ralentissement logique dans les ventes. Donc ça, à la limite, c'était explicable d'un point de vue économique. Les hybrides, comme l'a rappelé Benjamin, sont arrivés fin 2009, mi-2010, donc chez Leica, chez Panasonic, Olympus, puis
Au fur et à mesure, Samsung, Sony, Fujifilm, puis très loin derrière, Canon, Nikon. Ce qui a marqué, à mon avis, cette décennie, c'est que tout aurait dû bien se passer et en février 2011, il y a eu le tsunami au large de Sendai. Outre la catastrophe humaine et sociale que ça a été, ce tsunami a entraîné la mise à l'arrêt de plusieurs usines d'usines photographiques, notamment de Nikon, d'Olympus, de Canon aussi, il me semble. La même année, quelques mois plus tard, il y a eu des inondations en Thaïlande, et là, rebelote, ce sont encore des usines Nikon qui ont été touchées. Puis en 2016, de nouveau un séisme au Japon, donc à l'ouest du pays, là où se trouve l'usine principale de Sony, enfin, dans laquelle Sony fabrique ses capteurs. Sony, je le rappelle, aujourd'hui, détient 50%, enfin un petit peu moins, 48% du marché capteur global, mais global, donc que ce soit les capteurs de smartphone, capteurs d'appareils photo, et quand l'usine principale de Sony est touchée, forcément ça impacte tout le monde. Et bien sûr, en 2019 et jusqu'à maintenant, il y a le Covid. Donc, et malgré tout, malgré cela, malgré l'arrivée des smartphones dont les capacités photo se sont renforcées avec l'iPhone 4S, si ma mémoire est bonne, ils ont réussi à développer des hybrides, des technologies hybrides. En 2016, la vente de réflexes et hybrides a dépassé celle des compacts, à la fois parce que les compacts chutaient, mais aussi parce que cette vente d'appareils à objectif interchangeable continue à monter. Et l'année dernière, pour la première fois, la vente d'hybrides a même dépassé celle des réflexes. Et ça, c'est des choses importantes, au-delà des considérations technologiques, des tailles de capteurs, voilà, dont il faut tenir compte. Donc, il reste des appareils photo, et les sorties des Alpha 1 et derniers Fuji le prouvent. On a encore des belles choses à voir. Alors c'est vrai que s'il y a bien une mutation qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est le passage à l'hybride pour tout le monde et je le sens, la mort annoncée du système réflexe. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jean Colliot, qui est le dirigeant de la boutique Photo Nikon, qui est un magasin spécialisé indépendant à Paris, au 191 rue de Courcelles, dans le 17e arrondissement. Alors, il a la particularité de vendre exclusivement que du matériel Nikon. Et on lui a demandé, du coup, quel était son avis sur la transition, sur l'état de la transition des photographes professionnels sur le domaine de l'hybride. On l'écoute. Alors, on a en fait une partie des pros qui sont passés, je dirais, à moitié en hybride, en conservant du réflexe et en ayant un hybride à côté. Et suivant le type de travail qu'ils ont à faire, ils vont utiliser l'un ou l'autre ou les deux, quelquefois. Le frein qu'il y avait encore et qu'on a tendance à ne plus avoir maintenant, c'était en fait la gamme optique qui est en train de se constituer. Quasiment tous prennent la bague FTZ, de manière à pouvoir pallier quand il n'y a pas une optique existante en Z. Mais bon, c'est vrai que maintenant, on a une gamme qui est de plus en plus complète. Là, on a des gens qui balancent tout le réflexe, en fait, et qui se rééquipent totalement en hybride. Alors, c'est pas dans tous les métiers de la photographie, mais bon, la tendance est là et automatiquement, ça va monter en puissance dès qu'on va avoir un autre boîtier encore plus professionnel et normalement, ça devrait être a priori dans le courant de l'année. On a toujours quelques irréductibles gaulois, comme on les avait eu il y a 20 ans pour passer au numérique. Là, en fait, les deux défauts qu'on donne, c'est en fait déjà la visée et aussi au niveau de l'autofocus en basse lumière où le réflexe garde une petite avance, on va dire. Nicolas, comment tu ressens les choses, toi, avec la Fnac au niveau des pros et de l'hybride? Alors au niveau des pros de l'hybride, on a, je pense, un marché qui est en effet en forte mutation, hein. Après au niveau des pros, je pense qu'il y a quand même des pros en réflexe qui sont voilà, pas complètement aujourd'hui convaincus à passer sur l'hybride du fait qu'ils sont équipés historiquement chez Nikon et Canon pour la plus grande partie, que Sony a battu ses cartes avec l'Alpha One et qu'on attend, je pense, ils attendent fortement cette année, en 2021, voilà, que Canon et Nikon abattent leurs cartes avec un boîtier, l'espérons-le, similaire.
Ouais, on dirait un petit peu l'an 1 des hybrides pro. C'est vrai que l'Alpha 1, il marque un peu. Finalement, Sony reprend même un petit peu le lead. Parce que c'est quand même eux hein, qui sont arrivés en premier sur l'hybride 2436 en 2013 avec les premiers Alpha C. Donc c'est intéressant de voir arriver ce boîtier. Je fais une petite parenthèse, le terme hybride est pas forcément très satisfaisant d'ailleurs pour tout le monde. Hein. On dit mirrorless en anglais. Hybride, ça veut un peu rien dire finalement. Enfin, on parle quand même globalement d'appareils sans miroir. Voilà. Peut-être que tout le monde n'a pas saisi cette subtilité, mais hybride, bon, ça veut pas dire grand-chose en soi, quoi. Après, là, on peut jouer à Madame Irma. C'est intéressant ce que dit Jean. Oui, on espère en tout cas voir arriver un boîtier un peu survitaminé chez Nikon cette année, mais il va falloir aussi des optiques, il va falloir des longues focales. Et chez Canon, c'est pareil, hein, 100-500 qui est sorti en monture RF, mais il va falloir que les optiques suivent. Sony a quand même pris de l'avance là-dessus, quoi. C'est vrai que c'est quand même un réel problème pour un photographe professionnel équipé tout en réflexe. Donc, on va dire voilà, qu'il a peut-être 2 boîtiers, il a peut-être 5-6 optiques. Devoir tous rééquiper d'un coup. Alors, moi, les bacs, j'y crois pas trop. Ça paraît compliqué. Est-ce que vous, par exemple, Nicolas, vous essayez de les accompagner d'une manière ou d'une autre? Oui, alors historiquement, donc on avait des produits, des programmes de reprise, qui existaient, qui se sont un peu essoufflés, au fur et à mesure des années, mais c'est des programmes qu'on a, pour info, d'ailleurs relancés. On a donc relancé la reprise photo sur des boîtiers, cet été, donc durant l'été 2020, et on travaille fortement pour aussi, relancer, la reprise des optiques qui est un peu plus longue à mettre en place, du fait du très grand parc d'optiques existants. Mais voilà, aujourd'hui, la meilleure solution pour l'ensemble de ces professionnels, c'est qu'on puisse leur reprendre leur ancien matériel pour qu'ils puissent accéder, à l'hybride, et voilà, à la nouvelle offre en hybride. Bruno, dans ton enquête, pour reparler un tout petit peu chiffres, puisqu'on parle d'optique, donc tu constates une baisse en termes de volume, mais en termes de valeur, finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Ouais, en termes de volume, donc on s'est divisé par 8 en 10 ans. En termes de valeur, c'est divisé par beaucoup moins. Ce sont les vendeurs d'objectifs, donc Canon, Nikon, voilà. Et bien sûr, Sigma, Tamron et tous les opticiens tiers qui s'en sortent très très bien. Il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, que la baisse n'est que de x3. Donc voilà. En plus, les hybrides, les hybrides, voilà, quel que soit leur âge, une fois que tu l'as acheté, c'est le même topo que les réflexes. Il faut s'équiper un objectif et c'est pas innocent si Sigma a une stratégie qui est, à mon avis, très osée. De ne réserver que ces nos objectifs qu'aux montures E et aux montures L, en disant clairement, voilà, si vous voulez vous équiper avec ce que nous avons de plus compact, d'air écrit, c'est chez eux qu'il faut aller. C'est pour l'instant en tout cas, ouais. Je pense que tout le monde espère que Sigma et Tamron se lancent sur la monture RF et Z. Ça, l'avenir nous le dira. Moi, je me demande un peu quelle est la part encore actuelle de l'univers du réflexe sur le marché de la photo. Alors, c'est vrai que les gros constructeurs historiques que sont Canon et Nikon ont un peu délaissé le rythme des nouveautés sur cette catégorie d'appareils pour se focaliser uniquement sur l'hybride. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a encore une part importante des utilisateurs qui peuvent rentrer sur la photo avec un réflexe. Et pour ça, je vous propose d'écouter le témoignage de Lilian Rodriguez, qui est le directeur du groupe Fox. Et on lui a demandé justement, de son point de vue, donc il y a une vision d'ensemble sur tous les photos spécialistes Fox, quelle était la place du réflexe dans le paysage actuel du marché de la photo. On l'écoute. Le réflexe a encore une place en 2021, à savoir quelle place. Sur les ventes de boîtiers, on était au grosso modo à 50-50 en 2019. Et l'année dernière, le réflexe ne pèse plus que 35%. Pour les jeunes, c'est le monde d'avant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un effet intéressant, c'est qu'on a pas mal de jeunes qui s'intéressent à la photo. Souvent, ils rentrent par l'argentique, qui est ce côté un peu nostalgique et très créatif au final. Et puis après, ils basculent directement vers l'hybride. La jeune génération, franchement, va vers l'hybride. On avait encore des primo-accédants qui restaient sur le réflexe parce que il y avait des offres et puis il y avait des offres à moins de 400, 500 euros avec des objectifs interchangeables, donc c'était séduisant, mais plus ces offres vont disparaître et plus les primo-accédants iront directement sur un hybride. Et je pense que le premier prix
demain d'un appareil photo hybride à optique interchangeable, ça sera plus proche de 600-700 euros en kit, hein, avec un objectif. La France, on est un marché traditionnel en photo, hein. Les gens ont du mal quand même à basculer. On bascule moins vite que les autres pays européens. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont achetés ce 5D Mark IV notamment, qui était un peu le dernier réflexe avant le passage à l'hybride, quoi. Et le marché s'est maintenu et se maintient aussi par rapport à tous les gens qui ont des parcs d'optique, qui ont encore peur qui n'ont pas envie de basculer sur l'hybride. Voilà. C'est encore ces gens qui ont un parc optique important qui font qu'on a encore des parts de marché en réflexe sur des produits amateurs plus qu'entrée de gamme, hein. On va dire experts, plutôt experts. Donc voilà, je pense qu'en 2021, il y aura encore une place pour le réflexe, mais qu'au fur et à mesure, et la demande et l'offre, surtout, hein, les industriels, va s'amenuiser. Et je pense qu'à un horizon à 2-3 ans, déjà, il y a plus que 3 marques, hein, mais à un horizon à 2-3 ans, ça disparaîtra, quoi. Nicolas, toi, c'est quoi tes pronostics de la disparition des réflexes dans les rayons de la Fnac? Alors, mon pronostic a été fortement revu en 2020 aussi à cause du confinement. C'est-à-dire que je pense que ça a un peu accéléré et fait un peu péricliter le réflexe un peu plus vite que prévu, dû tout simplement à la production qui s'est fortement concentrée sur l'hybride. Donc voilà. Après, je pense que l'analyse est bonne. Je pense qu'on en aura pour 2-3 ans au maximum. Toi, ça t'inspire quoi, Bruno, la sortie du K3 3? Pentax est en vie, c'est chouette. Bah ouais. Voilà. Après, alors pour le coup, ce que j'aime bien chez Pentax, c'est que ce sont les rares à n'avoir jamais mégoté du côté de la qualité des viseurs. Et si les réflexes ont une qualité, ben c'est leur viseur optique. C'est toujours des viseurs 100% qui sont très jolis, des boîtiers tropicalisés. Et à mon avis, c'est ce genre de réflexe qui va survivre. Parce que le problème que l'on rencontre chez Canon et Nikon, et corrige-moi Nicolas si je me trompe, mais j'ai l'impression que souvent les boîtiers d'entrée de gamme et de moyenne de gamme réflexe chez les deux ont des choses au rabais. Ils ont des viseurs moins sympas, ils ont des fonctions moins sympas. Alors c'est facile à vendre parce que kit réflexe, tu peux en avoir pour 450-500 euros. Mais ça crée de la déception d'avoir un boîtier entre guillemets à l'allure professionnelle qui finalement n'est pas beaucoup plus efficace et agréable à utiliser qu'un smartphone et même qu'un petit hybride. Donc à mon sens, c'est surtout ces boîtiers-là qui vont disparaître. Les réflexes de mauvaise qualité. Et est-ce que justement l'arrivée de viseurs électroniques dernière génération, là, notamment les plus de 9 millions de pixels sur les Sony A1 ou Alpha 7S3, sont pas ceux qui vont vraiment tuer finalement les réflexes? Si tu prends Lumix S5 par exemple, qui veut être en hybride 24-36 moins cher, entre guillemets, la première chose qu'ils ont sacrifié, c'est le viseur. Voilà. Ouais, c'est super d'avoir des viseurs de 9 millions de pixels, mais mettez-les sur des boîtiers qui font moins de 5000 euros. Et de préférence moins de 1500 euros. Et c'est ça qui va bloquer. Voilà. Ça existe. Ça existe. Et c'est comme les compacts capteurs 1 pouce dont on parlait tout à l'heure. Ça existe. Maintenant, mettez-les sur des boîtiers plus accessibles. Et à la limite, virez des fonctions vidéo parce que les gens qui veulent juste faire de la photo, la 4K 120p 422 10 bits interne, je pense qu'ils s'en moquent. On va essayer de se projeter un petit peu plus loin. Alors, je sais pas, 5, 10 ans peut-être. Selon vous, à quoi va ressembler l'appareil photo ou l'appareil photo vidéo du futur? Bruno, je sais qu'il y a pas mal de technologies qui ont déjà été annoncées, pour certaines depuis plusieurs années, qu'on ne voit toujours pas apparaître. Est-ce que ça va venir un capteur courbe, un capteur organique, un obturateur global? Est-ce que ça arrive, ça, ou ça reste à l'état de prototype? Alors, capteur courbe, ça va finir par arriver, mais sur des smartphones. Parce que pour que la technologie soit rentable, il faut des volumes de production de plusieurs millions de pièces que l'industrie de la photo n'est pas capable d'assumer. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que capture courbe, ça marche très bien sur une focale fixe qu'on ne déplace pas. Dès qu'on veut mettre en zoom et tout ça, ça devient compliqué et ça rend la solution technique plus coûteuse que ce qu'elle est censée remplacer. Les capteurs organiques, j'ai bon espoir qu'ils finissent par arriver d'ici 2-3 ans.
Qu'est-ce qu'on entend par capteur organique? Explique-nous un petit peu, c'est peut-être... Alors, les capteurs organiques, ce ne sont pas des capteurs avec des petites bêtes à l'intérieur qui bougent. C'est capteurs juste bio. que les capteurs actuels, ouais, c'est pas bio. Enfin, en tout cas, c'est pas biodégradable. Enfin, ce serait bien, hein, mais c'est pas biodégradable. Non, c'est juste que les capteurs actuels, ils sont faits en silicium. C'est du sable, hein, dit autrement. Et les capteurs organiques, eux, ont recours à la chimie organique. Donc, c'est des capteurs avec du carbone, de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène. Et ils sont censés avoir moins de chauffe, avoir une meilleure montée en sensibilité, être plus rapide et une meilleure dynamique. Donc en fait, que des qualités que nous recherchons, tout en étant potentiellement moins cher. Mais ça fait des années Ah oui, c'est un vrai serpent de mer, hein. Notamment Panasonic et Fujifilm bossent ensemble là-dessus. J'attends que ça arrive. Et puis pour le reste, les capteurs obturation globale, ça existe déjà. Chez Pixie notamment, Cocorico. qui est le seul, voilà, Cocorico, qui est le seul à avoir ça. C'est marrant, c'est des gars, ils font un appareil photo sans écran, sans logement mémoire, mais avec un obturateur global dedans. Et sinon, ça existe dans toutes les usines de production du monde parce que justement le capteur global permet de filmer et de photographier très 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 rapidement sans avoir l'effet de rolling shutter et donc les bouteilles de lait qui défilent mais qui restent verticales et qui n'est pas légèrement penchées. Ça c'est chouette. Voilà, ça c'est à horizon 2-3 ans, 2-3 ans max. Mais moi ce que j'aimerais vraiment comme pseudo-innovation, c'est quelque chose qui communique plus et que enfin quelqu'un se trouve une solution pour convertir des appareils argentiques en numérique. C'est intéressant ce que tu dis sur la connectivité avec le déploiement de la 5G. Je pense que Nicolas, vous, à Fnac Darty, vous êtes vraiment au cœur de cette problématique-là. C'est-à-dire comment faire arriver la 5G chez les utilisateurs. Il y a quand même un produit qui est assez innovant en la matière. Je ne sais pas s'il arrivera un jour en France et si vous le proposerez à la Fnac. C'est le Zeiss XZ1. Qui est un appareil un peu hors norme, un compact 24-36, focale fixe, mais qui embarque Lightroom et qui dispose du coup d'une magnifique connectivité. On voit Sony là, qui a sorti le Xperia Pro parallèlement au Sony A1, qui est finalement un smartphone qui fait office de routeur sans fil ultra puissant pour du broadcast. C'est quoi ton sentiment, toi, Nicolas, sur photographie et 5G ? Mon sentiment, si on doit se projeter, dans tous les cas, je pense que l'ensemble de la technologie, on va dire nomade smartphone, va obligatoirement s'allier à tout ce qu'on peut avoir sur les boîtiers, pour nous permettre, d'avoir plus de communication, d'avoir aujourd'hui, pour les professionnels, et c'est ce que aujourd'hui met en avant Sony sur l'Alpha One avec l'Xperia Pro, c'est la possibilité de transférer ses photos pour les professionnels au bord du terrain, par exemple, directement à leur rédaction via 5G, sans avoir tout un matos supplémentaire à avoir et uniquement le smartphone. Il y a ça déjà sur la partie communication, et la deuxième partie, c'est toute la partie qu'ils appellent entre guillemets IA, qui est mais toute la partie de développement sur les smartphones qu'on a en termes de photos, qui doit en fait, à mon avis, s'allier aussi à tous ces boîtiers pour permettre en fait aujourd'hui d'allier autant tous les avantages qu'on a sur l'interchangeable, l'utilisation des optiques, à la technologie photo smartphone, pour permettre d'avoir des technologies de plus en plus on va dire faciles et pratiques à utiliser. Oh, mais je pense qu'il y a un virage qui a clairement été raté de toute façon depuis des années. On en a vu un moment Kodak, Samsung, Lumix aussi qui ont essayé, qui ont sorti même des smartphones qui se voulaient plus appareil photo que smartphone, mais on ne savait pas vraiment dans quel sens finalement il fallait les prendre. Donc il y a des années de retard qui ont été prises. Est-ce qu'on va y arriver? Là, on parle quand même, en ce qui concerne l'Xperia Pro, on parle d'un smartphone très très haut de gamme qu'on va connecter en HDMI au A1 pour éventuellement le sortir, faire du monitoring et puis après balancer des séquences comme ça en 5G. Je sais pas, il y a encore beaucoup de boulot. De toute façon, il y a cette frontière, il y a cette ligne qui est très, très claire entre l'univers smartphone et photo qu'il va falloir à un moment briser de toute façon.
Bruno, moi j'aimerais avoir ton avis sur l'évolution des définitions des boîtiers hybrides en 24-36. Donc là, on a des 50 millions de pixels qui sont maintenant proposés. Est-ce qu'on va aller au-delà? Est-ce qu'on va bientôt voir arriver du 100 millions de pixels? Est-ce qu'on va passer par l'étape du 80 millions de pixels? Comment tu penses que ça va évoluer, cet argument qui est quand même toujours le même depuis quasiment la nuit des temps du numérique, c'est plus de pixels égale meilleure photo, quoi. Mal. Voilà, ça va mal évoluer et ça va mal finir cette histoire. Déjà parce que moi j'ai que des appareils à 24 millions de pixels, j'ai tous mes disques durs qui sont saturés. Alors c'est bien, c'est chouette, ça fait vendre des disques durs, ça fait vendre des cartes mémoire, ça fait vendre des abonnements cloud. C'est le même problème qu'avant, c'est utile si tu en as l'usage. C'est utile si tu en as l'usage, mais et ça aussi une chose qui pourra être traitée ultérieurement. Il faut surtout se rappeler que ces très grosses définitions, c'est pas aux photographes que ça sert. Enfin, c'est pas. Pour la reprographie, pour numériser, ça peut être pas mal. Pour une petite majorité d'usages spécifiques photographiques, ça aide. Mais quand tu vois les démonstrations de Canon, notamment sur son capteur de 250 millions de pixels qui est en APS-H, s'ils l'ont développé, c'est pas pour nous. C'est pour de la vidéosurveillance. C'est juste parce que c'est plus facile de recadrer dans un 250 millions de pixels à la volée, grâce juste notamment aux algorithmes de, entre guillemets, intelligence artificielle, que de se balader avec un zoom 25 000. Voilà. Nicolas, toi qui es côté vente, est-ce que cet argument massu de plus de pixels égale meilleure photo marche toujours? Alors, il marche, et c'est vrai que l'on voit, c'est un des premiers sujets échangés entre, enfin, en tout cas, demandés par nos clients. Mais c'est un débat aussi qui à mon sens, voilà, on a en effet, je pense, un point à prouver et on va dire à accompagner nos clients sur l'usage et Bruno a raison là-dessus, c'est, est-ce qu'il y a un réel intérêt pour tous nos clients d'avoir des boîtiers à 50 millions de pixels? Aujourd'hui, je ne pense pas. Voilà, je pense qu'il y a des usages professionnels et Fujifilm le montre avec ses boîtiers moyen format et le GFX 100S qui montent voilà, sur lesquels on a des boîtiers de plus en plus compacts, même si ça reste un boîtier imposant, mais équivalent à un plein format 24-36. Donc il y a un besoin, il y a un usage et de nouvelles possibilités pour les professionnels, mais je pense que pour le grand public, en effet, il y a plus un accompagnement de notre part à montrer que la chasse à des boîtiers de plus en plus haute résolution n'est pas obligatoirement cohérente. Il faut rappeler aussi qu'il faut que les optiques suivent. Hein. Quand tu as des définitions pareilles, Canon, quand ils ont lancé les 5DS, 5DSR de 50 millions, il y avait toute une notice dans le mode d'emploi qui listait les optiques de série L qui pouvaient répondre aux exigences du capteur. Et il y en avait qui ne répondaient pas, qui n'étaient pourtant pas les moins bonnes. Et finalement, ils ne sont jamais revenus à une telle définition. Sauf après, même sur les hybrides, ils sont en dessous. Donc ça n'a pas forcément peut-être répondu favorablement. Ce que je voulais dire, c'est que sur ce sujet de la définition, c'est aussi une chose que nous avons déjà abordée, c'est le fait que les appareils servent à la fois à la photo et la vidéo. Et autant en vidéo, en 4K, c'était facile, les doigts dans le nez, parce que la 4K, c'est jamais plus que 8 millions de pixels. Là, avec la 8K, on réalise que manipuler des fichiers de 32 millions de pixels à 30 images par seconde, c'est assez balèze. Donc il y a déjà cette limite technologique naturelle qui est que on réalise que manipuler tourner en 8K c'est une chose, traiter des vidéos 8K c'est une chose, combien de temps il va falloir pour que la clientèle s'équipe en puissance informatique, en écran et tout ça pour que ça vaille le coup. Donc a priori, à mon avis, on est tranquille pour 5-6 ans autour de la limite des 45 millions. Voilà, c'est 45 millions, c'est le nouveau 24 millions, on va dire. Bon, on va conclure là-dessus. Bon, alors, c'était une analyse, un portrait du marché de la photo actuel qui est toujours en pleine mutation, qui va continuer à se transformer
dans les années à venir. On se rend compte que 2021 va être une année peut-être un peu charnière pour le monde de l'hybride avec la transition des photographes professionnels sur cette technologie. A priori, il va y avoir de très beaux boîtiers qui vont être lancés chez tous les constructeurs cette année. Et mon petit doigt me dit que ça va commencer dans quelques semaines à l'occasion du salon de la photo japonais, le CP+, qui se déroulera, je crois, fin février, début mars. C'est un marché qui se transforme, un marché de passionnés, et pour tous les... Qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort. Et pour tous les amateurs de matériel, je pense qu'il y a encore de très belles choses à voir, à découvrir dans cet univers-là.